Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rallye Info. Aujourd'hui, un nouvel épisode. On retrouve Guillaume Lafay. Avec Guillaume, on va débriefer le rallye de Sardaigne. Avant toute chose et avant de commencer l'épisode, si vous voulez réagir, nous poser des questions, vous avez les réseaux sociaux. Vous pouvez poster vos commentaires et vos questions sous la vidéo YouTube, sur les différents podcasts. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rallye Info. Mais je pense que dans l'avenir, on va un petit peu renommer ça, on va faire quelque chose de sympa. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Guillaume. Comment vas-tu et comment ça se passe pour toi? Eh ben écoute, bonjour à toutes et à tous, les acharnés du WRC. Ça pourrait être un des petits titres. On va voir si ça plaît. Et puis s'il y a des gens qui ont des idées justement pour donner un petit titre sympa à ce super podcast, on va essayer de continuer puisqu'on a que des retours qui sont positifs. Donc tu vois là, un grand sourire, des grosses cernes, mais un grand sourire et très très content de débriefer ce rallye de Sardaigne qui a été plein de surprises. Et oui, alors les week-ends se ressemblent pas du tout. À chaque fois, ça me fait mentir. La fois d'avant, je te disais Hyundai est au fond du trou et patatras. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent. Voilà, victoire de Neuville devant Lapie. Qu'est-ce que tu as pensé de ce rallye? Quel a été ton sentiment général de ce rallye de Sardaigne? Alors le sentiment général, ça a été plein de surprises, vraiment complètement inattendu déjà par la météo. On s'attendait certainement pas et on en avait parlé il y a une quinzaine de jours, 3 semaines lors du débrief du Portugal. On s'attendait pas du tout à des températures aussi fraîches, aussi douces, et puis surtout à la pluie qui a été continue pendant tout le rallye et qui a gêné chaque journée du rallye, créant ainsi des rebondissements nombreux et divers. Alors, on va y aller par thème, WRC, les équipes. Après, on va parler du WRC2. On va parler de thèmes un petit peu spécifiques. On va parler des gays. On va parler de Fourmeau aussi, parce qu'on a eu des questions dessus. On va commencer par le WRC. Victoire de Hyundai, doublé avec Neuville et Lapie. Avec un petit souci, bien sûr, qui aura changé le cours du rallye. Hein. On va y revenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de Hyundai? Alors déjà, c'est une victoire qui, on va dire, fait plaisir dans le sens où ça apporte encore de la diversité dans ce championnat 2003 qui en manquait déjà pas trop, hein, puisqu'il y avait eu cinq manches, 4 vainqueurs différents. Là, on a un cinquième vainqueur différent et puis on a surtout la troisième marque du plateau qui enfin arrive à remporter un rallye sur cette saison 2023. Alors que ce soit Thierry Neuville ou Esa-Pekka Lapie, ils ont été très constants depuis le début de l'année en termes de performance. Ils ont quand même montré des pointes de vitesse sur tous les terrains qui étaient extrêmement intéressantes et ils n'avaient encore pas pu concrétiser pour diverses raisons. Des petits problèmes techniques, des sorties de route pour Lapie, on s'en rappelle au Mexique notamment quand il se bagarrait déjà avec Ogier. Donc, je dirais que c'est une victoire qui est encourageante pour la suite du championnat, parce que je pense qu'on va avoir vraiment, là, on a vraiment deux équipes qui se valent sur la terre. M-Sport Ford qui est encore un petit peu en retrait, voire très en retrait. Ça fait un petit peu peur pour eux, par contre, pour la fin du championnat. Par contre, une belle réaction de Hyundai et on a hâte de voir la suite. Mais en même temps, tu vois, ça me vient à l'esprit, c'est quand même pas une surprise non plus dans le sens où Hyundai a toujours été très perfo sur la Sardaigne et je crois qu'ils avaient remporté 4 des 6 derniers rallyes de Sardaigne ou quelque chose comme ça. Donc pas forcément une énorme surprise. Alors, moi, je suis tenté même de dire que ça aurait pu faire tripler, parce que Sordo a été performant lui aussi. Malheureusement, il fait une grossière erreur d'entrée de jeu, mais ça aurait pu faire tripler. Et j'aimerais que qu'on revienne avec toi sur l'arrivée de François-Xavier de Maison, qui est un signe fort. Tout le monde se posait la question de savoir est-ce que Hyundai va rester en WRC, oui ou non. J'ai l'impression qu'on a un petit peu la réponse, parce que s'ils investissent et s'ils font venir une pointure comme lui, c'est qu'ils ont envie d'investir sur le futur. Hein. Oui, alors il y a plusieurs petites choses, plusieurs signes encourageants. Effectivement, François-Xavier de Maison, qu'on ne présente plus, un fixe,
qui œuvre en rallye depuis des années et des années, depuis les années, je crois, même Peugeot en WRC Oui, tout à avec fait. la 206. Et puis après, on n'oublie pas quand même qu'il a été un des géniteurs de la Polo WRC et de tous les succès qu'on lui connaît. Donc effectivement, c'est un signe très fort. Aujourd'hui, c'est pas on va dire qu'il va pas pouvoir apporter énormément sur cette année 2023, si ce n'est en termes de stratégie, d'approche des rallyes, mais en termes de performance pure, je dirais que c'est plutôt sur le développement et la continuité sur l'année prochaine qui va vraiment avoir un impact fort. Mais toujours est-il qu'effectivement, oui, c'est un vrai signe encourageant. L'autre signe, je dirais encore plus encourageant, c'est qu'on sent quand même que Hyundai veut remettre au goût du jour l'alternance de sa troisième voiture. Pardon. On sait que malheureusement, avec les conditions dramatiques et la perte de Craig Breen, on a cette troisième voiture qui, pour le moment, est dédiée uniquement à Sordo. Et que dans ce cadre-là, il se penche sur des gens un petit peu confirmés, sans trop être dans la jeunesse absolue. On sait notamment qu'il y a Suninen qui a testé la voiture en amont du rallye, et on a d'autres pilotes qui vont se relier sur des tests de développement en Finlande sur les semaines à venir. Donc je dirais que pour moi, c'est plutôt ça qui est encore plus encourageant. Après, n'empêche que c'est, on va dire, peut-être un peu l'arbre ou les arbres qui cachent la forêt, dans le sens où toutes ces rumeurs de départ du WRC, toutes ces rumeurs de vouloir aller en endurance ou dans d'autres activités, il n'y a pas de fumée sans feu. Et j'ai bien peur que cette année, c'est l'année ou jamais pour le titre pilote et le titre constructeur, et que s'il n'y a pas l'un des deux, voire même les deux, j'ai quand même peur que ça se finisse assez rapidement, peut-être pas sur 2024, mais 2025. Après, on va revenir maintenant sur Toyota. Donc, troisième place pour Rovanpera. Moi, je trouve que c'est une vraie performance parce qu'il avait une position sur les routes défavorable. Ogier qui sort, bon, c'est le jeu un petit peu des rallyes. Et puis, un rallye un petit peu en demi-teinte pour Evans. On l'a pas trop vu. Il finit quatrième, il marque des gros points. Et puis, pour moi, c'est l'énigme toujours Katsuta. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors pour Toyota, ça a été un rallye un peu fait de haut et de bas. Effectivement, une très 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 belle première journée, un début de deuxième journée extrêmement intéressant, voire toute une deuxième journée aussi extrêmement intéressante de Sébastien Ogier. Là pour le coup, qui est toujours bien aidé de sa position sur la route, mais on ne doute pas que de toute façon, il n'y a pas que ça qui fait qu'il est tout le temps devant. Hein. Il y a un vrai. On va pas remettre en doute son talent ou quoi que ce soit. Il est toujours là, il est toujours présent. Il se bagarrait avec des dixièmes de seconde ou des secondes avec Lapie et puis Neuville qui revenait petit à petit. Mais on pourra revenir sur les conditions de sa sortie de route qui effectivement sont assez intéressantes à expliquer parce que c'est pas une sortie de route comme les autres. Et puis par contre, pour Rovanpera, oui, effectivement, il marque aussi des gros points. On ne pouvait pas s'attendre forcément à un rallye très facile pour lui s'il y avait eu des conditions sèches, très chaudes comme on pouvait l'imaginer. Là, les conditions ont été peut-être un peu plus en sa faveur quand même, parce qu'on l'a entendu à la sortie des spéciales, quand il est sur la pluie, de manière assez inexplicable, il se sent un petit peu comme à la maison. C'est les mots qu'il emploie pour dire qu'il est très à l'aise, que la Yaris lui convient parfaitement dans ces situations-là. Et il a fait un rallye solide, une belle power stage aussi qui lui permet de prendre 5 points supplémentaires. Et puis concernant les autres, Evans, très marqué par sa crevaison du premier jour, qui lui fait perdre une minute. Tout de suite, il perd le contact, c'est compliqué. Le rallye est un petit peu passé à ce moment-là. Il rapporte la 4e place. Bon, c'est un moindre mal, on va dire. Et Katsuta, comme tu le disais, effectivement, c'est pareil, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Sa position sur la route le premier jour lui permet de faire des jolis chronos, d'être 3e, 4e avec Roubaix au général. Et puis il y a cette sortie de route assez flagrante, on va dire, je crois que c'est le premier jour aussi où il arrive vraiment fort sur
un ciel à gauche, et puis ça aurait pu être beaucoup plus grave, hein, s'il était arrivé un poil plus vite et il n'avait pas été stoppé par cette pierre, il aurait pu complètement arrêter son rallye là. Donc voilà, et puis il a eu les vrais soucis de. On parlera tout à l'heure de franchissement des rivières et des gués. Donc là, pour le coup, on a l'impression que lui, ça a été le premier, mais qu'il y allait vraiment franco, quasiment harakiri dans ce premier franchissement, et il n'y avait pas forcément d'autre issue possible que celle qu'il a eue de tout arracher, de tout casser. Donc c'était un peu compliqué pour lui, ouais, effectivement. Je rebondis sur ce que tu as dit sur Rovanpera. Effectivement, dès que la pluie arrive, il est extraordinaire, et la Power Stage en est la véritable preuve, parce qu'il a survolé la Power Stage. Je crois qu'il met 4 secondes à tout le monde, ou 5, ou quasiment 5, sur 7 km, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Il me semble que, je vais te dire ça, 4 secondes 7 sur Tanak, sur une spéciale qui fait 7 km 79. C'est stratosphérique. Ouais, alors après, c'est toujours la problématique des Power Stage. Hein. On sait très bien que Lapine, Neuville, eux, ils avaient une seule envie, c'était d'arriver, de ne pas perdre de points. Ils avaient tout à perdre, pas grand-chose à gagner. Et donc Rovanpera, effectivement, lui, avait pour objectif de sauver un peu son rallye, marquer 5 points en plus des 15 de la 3e place. Bah, ça lui en fait 20. C'est un moindre mal par rapport à Neuville au championnat. Et puis pour les autres, bah, c'est vrai que voilà, tout le monde était un peu dans un no man's land, pas grand chose à gagner dans cette Power Stage. On est allé jusqu'au bout. Il y a eu des conditions de pluie qui étaient un petit peu différentes pour les uns, pour les autres, en fonction de l'ordre de passage. Rovanpera, qui part dans les derniers, avait une route un petit peu plus tracée, un peu moins humide. Bon, voilà, ça reste à pondérer ces résultats des Power Stage quand il y a des conditions aussi éparses. Alors, on va parler de Ford une fois de plus. Ford, c'est très inquiétant. On le sait, c'est pas une équipe d'usine. On sait les conditions. Et moi, c'est pas au Tanak, moi, qui m'inquiète. C'est vraiment Pierre Louloubet. Pierre Louloubet, c'était un rallye pour lui. Il avait été performant l'année dernière en finissant 4e. Il fait un beau début de rallye. Et puis, patatras, il retombe dans ses travers, ressorti. Et puis voilà, quoi. Des soucis de boîte de vitesse, une sortie derrière. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes rallyes et qui s'en sort pas. Ça m'inquiète. Pourtant, c'est un garçon que moi j'affectionne particulièrement. Ça m'inquiète. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ben, on va un peu redire ce qu'on a dit déjà au Portugal. Ça va être pour moi clairement un copier-coller. C'est-à-dire qu'on a des performances qui sont assez intéressantes, notamment de Pierre-Louis Louvet sur la première partie. Ouais, je sais pas, j'avais un écho. Non, non, tout va bien. Ah, bah moi j'ai un écho là, donc j'espère que ce sera audible. Mais du coup, oui, effectivement, Pierre-Louis Loubet, il fait des très très bons chronos sur les premières spéciales. Il arrive à se positionner 3e au général, et puis derrière, il y a ce problème au départ de la spéciale où il n'arrive pas à engager une vitesse. On voit qu'il panique assez rapidement. Il y a de quoi, puisque la vitesse ne passe pas, ils n'ont pas leur temps de passage. Finalement, la spéciale est neutralisée. Il prend quand même une pénalité. Et un peu comme sur les autres rallyes, on a l'impression qu'il n'arrive pas à prendre du recul par rapport à ses soucis techniques qui ne sont pas du tout de sa faute. Oui. Alors voilà, certes, ça lui tombe dessus, mais il ne faut pas que ça entache le reste de sa performance. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit, enfin, je me mets à sa place, oui et non, c'est très compliqué de le faire, mais en gros, c'est vrai qu'il fait tout pour. Il fait tout pour que ça fonctionne. Il fait des super temps. Les débuts de rallye se passent bien. Et puis à chaque fois, il y a cet incendie au Portugal. Il y a cette boîte de vitesse qui se bloque ici. Et ça le sort complètement de sa performance. Ça le sort de son rallye. Et derrière, il y retourne soit déconcentré, soit avec le mort aux dents et trop d'envie. Et ça fait des fautes, tout simplement. Et ça, pour le coup, ça plaide pas du tout en sa faveur parce que ce qu'on retient à chaque fois, c'est une énième sortie de route. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui, malheureusement. Ouais. Et c'est décevant aussi pour lui. Et puis pour ce qui est de Haute-Tanak,
Là, pour le coup, encore une fois, exactement copier-coller du Portugal et d'un certain nombre d'autres rallyes cette saison, à part la Suède. Il y a de la performance ici et là. On sent qu'il commence à se faire un petit peu plaisir plus longtemps sur les spéciales. Ça commence à venir, mais à chaque fois, des problèmes techniques. Ici, c'était la pompe à eau. Il l'a obligé à ralentir pendant de longs kilomètres sur certaines spéciales, lui faisant perdre énormément de temps. Et puis au final, il se retrouve un peu largué, donc plus grand chose à jouer. Et puis voilà, un long rallye pour M-Sport. On va parler aussi des sorties de route et des gués. Avant, je voudrais revenir un petit peu sur Pierre-Louis Loubet. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je suis persuadé qu'il peut y arriver, que quand ça va faire un résultat, ça va faire un gros résultat. Mais le problème, c'est que c'est le temps qui passe. J'ai l'impression que le temps joue contre lui et qu'il va falloir scorer et scorer rapidement. Hein. Ah bah c'est sûr. Hein, il n'y a qu'un seul contre-exemple de gens qui ont enchaîné des saisons comme ça, un petit peu compliquées, où on sentait qu'il y avait du potentiel et puis ça fonctionnait pas, on attendait le déclic. Et pour moi, il n'y en a qu'un seul qui est passé à travers ça, c'est Tanak. Tous les autres, on a parlé de Suninen, on a parlé de Duval. On peut parler de Mikkelsen, Duval à l'époque, effectivement. C'est quand même des pilotes voilà, qui ont un certain talent, qui ont certes pas le talent et la pointe de vitesse, l'intelligence de course et autres d'un Ogier ou d'un Loeb et éventuellement d'un Rovanperä aujourd'hui. Mais c'est compliqué pour être consistant. Et ils ont le droit à une saison, 2 saisons, ils vont pas avoir le droit à plus. Là, aujourd'hui, sauf une deuxième partie de saison extraordinaire de la part de Pierre-Louis, j'ai un peu de mal à voir comment est-ce que ça pourrait continuer l'année prochaine, même si c'est encore pareil, hein, derrière, il y a pas forcément pléthore de pilotes qui poussent au portillon et qui semblent avoir le niveau pour le WRC1, même si en Rallye 2, on en parlera, il y a quand même du potentiel. Il faut toujours penser que chez M-Sport, il faut aussi amener une certaine valise avec quelques euros et que ça, c'est toujours un peu compliqué. Alors, on va revenir sur ce rallye. On va parler des gués, on va parler de la sortie d'Ogier, tu m'as dit qu'il était un petit peu particulière, mais moi, j'étais assez frappé. C'est pas comme si c'était pas un rallye qu'on ne connaissait pas. Le Sardaigne, ça fait des années qu'on le fait. Il y a beaucoup de spéciales qui sont connues. Et j'étais assez étonné du nombre d'erreurs. Alors, je vais pas jeter la pierre, hein, parce que nous, du bord des routes ou derrière la télé, c'est beaucoup plus facile de parler que quand on est dans les voitures. Mais tout de même, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur un terrain quand même connu. Les gués, c'est connu. Il y a eu, je sais pas trop combien. Enfin, explique-nous ton ressenti, la sortie d'Ogier et les petites erreurs et les gués surtout. Ouais, alors déjà j'en profite pour remercier Hector là, qui nous a adressé des jolis commentaires de manière assez régulière et qui nous a posé cette question justement sur expliquer un petit peu les passages de guet, quelles sont les contraintes, comment ça se passe. Donc surtout n'hésitez pas vous aussi sur YouTube, sur les différents réseaux à nous poser vos questions. On essaye d'être le plus didactique possible. Et effectivement ce rallye de Sardaigne, c'est un rallye qui est connu, qui est reconnu depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, comme je le disais, cette édition 2023, elle est quand même tout à fait particulière par les conditions climatiques. On avait assez rarement, je dis parce que ça avait déjà été le cas l'année où Ogier et Neuville se sont battus jusqu'à un certain dixième, je crois, sur la fin du rallye, où là, c'était également un petit peu mouillé, mais en rien autant que ça a pu être ce week-end où là, pour le coup, il y a eu des pluies vraiment torrentielles, et même la semaine avant le rallye. Donc effectivement, on avait une route qui était ultra glissante, qui se pommadait avec le passage des voitures, donc des appuis qui étaient complètement différents, et tout simplement beaucoup plus piégeux. On a vu que comme les routes de Sardaigne quand elles sont sèches, la route avait tendance à se creuser, on avait des ornières qui se creusaient, et les averses faisaient que les ornières se remplissaient d'eau, étaient gorgées, et je vous invite à aller voir quelques vidéos à l'intérieur des voitures. On voit les ornières, le mât, en fait, les flaques d'eau qui se font et qui font qu'on part en aquaplaning de manière ultra facile.
Donc, pour les pilotes, c'est extrêmement compliqué ce genre de choses à gérer parce que c'est imprédictible. On ne peut pas savoir à quel moment la voiture va partir ou ne va pas partir. Et puis, pour ce qui est des passages de guet, je dirais que là aussi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais les pluies torrentielles qu'il y a pu avoir ont fait que plutôt que de passer un guet qui avait 20 cm d'eau, on pouvait très vite se retrouver avec un passage où on avait 40, 45, 50 cm d'eau. Et là, pour le coup, c'est plus du tout la même chose. Les voitures aujourd'hui, elles sont plus faites pour passer dans des rivières comme ça pouvait être le cas. On se rappelle du safari où les autos avaient le snorkel qui remontait jusque sur le toit, où en fait, pour expliquer, c'est une prise d'air qui permet d'alimenter le moteur en air pour qu'il puisse continuer de tourner. Et en fait, lors de ces passages de guet, il y a le copilote qui doit actionner une manette pour fermer les entrées d'air à l'avant de la voiture, ce qui permet qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur de la voiture, du moteur, et qui vienne noyer complètement le moteur. Parce que ce qu'on a pu voir, quand on a les pilotes qui s'arrêtent, notamment Tanak, juste après un passage de guet, moteur complètement calé et était obligé de finir la spéciale en mode électrique, c'est juste le temps en fait que l'eau qui est rentrée dans le moteur puisse ressortir du moteur et c'est jamais bon d'avoir de l'eau à l'intérieur de la chambre de combustion. Donc voilà, c'est ces problématiques qui sont particulières. En plus que, comme on a pu le voir sur Katsuta ou sur Ogier, quand on arrive dans un guet, et ben c'est à pleine vitesse, c'est exactement pareil que quand on plonge et qu'on fait un plat. On se fait mal. Là, c'est pareil, on a une surface complètement verticale. On le voit bien sur ta photo derrière, une surface complètement verticale qui vient rentrer dans l'eau de manière perpendiculaire. On imagine la force de l'eau sur le radiateur, sur le pare-choc, et que ça va venir complètement tout arracher si on rentre trop vite. Et si on a une force qui s'applique sur 3-4 cm en bas du pare-choc, quand on a un guet à hauteur normale, c'est pas du tout la même force qui s'applique quand on a de l'eau sur 20 cm. Et où là, on vient tout arracher. Et encore une fois, allez voir la vidéo de Katsuta du premier jour. Il y va comme un fou et le résultat pouvait pas être autre chose que cet avant complètement défoncé, le radiateur aussi. Et voilà, en fait, c'est comme à la limite, c'est comme de rentrer dans un buisson ou sur une pierre. Hein. Ouais, mais bon, je reste quand même étonné. C'est un rallye qui est connu, ils ont des ouvreurs. Enfin, tu arrives dans un guet, tu sacrifies 1 ou 2 secondes plutôt que de sacrifier un rallye. C'est ça qui m'a un petit peu étonné. Je jette pas la pierre, mais c'est un questionnement. Tu vois, quand je les vois arriver aussi vite dedans. Alors, bien sûr, quand t'es dedans, t'es dans le feu de l'action, tu vois, mais quand même. Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu étonnant, mais encore une fois, c'est des conditions qui étaient extrêmement particulières. C'est pareil, on peut pas passer au ralenti non plus parce que là, pour le coup, la voiture, on risque de la caler et de laisser le temps à l'eau de rentrer complètement dans la voiture, voire de rentrer dans l'habitacle, d'aller sur toutes les parties électriques, etc., en fonction du niveau. Là, j'exagère un petit peu, hein, mais c'est pour donner l'image. On peut pas passer à 10 km/h dans ces guets-là parce que même il y a du courant quand même. C'est des rivières, donc potentiellement, si on passe pas assez vite aussi, on peut être complètement, je vais pas dire emporté par le courant, mais déporté sur l'extérieur du guet. Donc c'est vraiment un compromis. C'est des choses qu'on voit en reconnaissance, mais qui là pour le coup ont complètement changé de par les pluies torrentielles qui se sont abattues. Donc moi, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est plutôt que Hyundai a eu quasiment zéro problème avec ces passages-là, alors que les deux autres, notamment Toyota, a eu énormément de problèmes avec ces passages de guet. Et si je me souviens bien, c'est pas la première fois non plus. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut qu'ils travaillent vraiment, qu'ils trouvent une solution, parce que là, pour le coup, ça leur coûte très très cher. Alors, on va parler bien sûr du WRC2, mais on va conclure sur les rallyes 1. Pour toi, quelle a été la performance du rallye et bien sûr la moins bonne, le carton rouge, on va dire un petit peu le carton rouge. Pour moi, le rallye, bien sûr, c'est une discipline à part et on a vu que la sortie d'Ogier avait entraîné un fait de course qui a fait que la victoire a un petit peu changé de main. Pour moi, la performance du rallye, c'est une fois de plus Lappi. Je trouve qu'il est de plus en plus performant, il a la bagarre.
Et alors, je vais pas dire qu'il méritait peut-être la victoire, mais quand même. Ouais, ouais, alors je suis tout à fait d'accord. Alors juste pour revenir, je me permets, hein, pour expliquer un Oui, petit peu bien sûr. aux gens, parce que la sortie d'Ogier, effectivement, c'est une suite de conséquences, et enfin de causes, et qui ont amené à cette conséquence-là. Et donc effectivement, comme on en a parlé, ben, en début de boucle, il a eu ce problème en rentrant dans un guet de manière un peu fort, où il a endommagé le radiateur. Pendant toute la boucle derrière, il a eu ne cesse d'essayer de réparer cette fuite sur le radiateur, de remettre de l'eau. Toutes les liaisons qu'il faisait entre les spéciales, c'était quasiment des spéciales pour lui aussi, parce qu'ils étaient très très limites en termes de timing. Et il arrive au départ de la dernière spéciale, et là il a une alarme de ce qu'on appelle slow puncture, donc crevaison lente, qui s'affiche. Ils se posent pas de questions, ils prennent pas de risques, ils sont en tête du rallye, ils vont changer la roue avec Vincent Landais. Et en fait, ils changent la roue de manière extrêmement rapide. Je crois qu'en moins d'une minute, ils le changent, mais ils rendent leur carnet de pointage juste 2 ou 3 secondes avant la minute fatidique dans laquelle ils devaient rendre le carnet pour ne pas prendre une pénalité. Donc ils rentrent dans la voiture de manière complètement hâtive. Et là, pour le coup, eh ben, il ne prend pas le temps de nettoyer ses chaussures, qui sont pleines de boue. Il rentre dans la voiture et quelques centaines de mètres plus loin, et ben, il loupe son freinage il tape les freins avec son pied. La chaussure pleine de boue glisse sur les freins. Elle vient se bloquer entre l'embrayage et le frein. Il essaye de tirer le frein main pour ralentir la voiture. C'est pas suffisant. Mais c'est intéressant de voir cette caméra embarquée parce elle est très parlante et on voit vraiment le pied qui glisse. On voit que c'est pas une excuse. Et je trouvais que c'était important d'expliquer tout ça parce que c'est pas une erreur comme une autre. Et ça explique bien que les liaisons, les départs spéciaux sont aussi importants que les spéciales en elles-mêmes. Voilà, c'était juste pour faire le petit aparté sur la sortie d'Ogier et donner toutes les informations si ça peut intéresser des gens. Et puis concernant le coup de cœur du rallye, bah, je dirais pareil que toi. Je vais pas être original, c'est Esa-Pekka Lappi qui continue sur sa lancée des rallyes précédents, qui montre une vraie pointe de vitesse, une vraie consistance pour le coup. Se battre avec Ogier à la régulière comme ça, avec des dixièmes de seconde, être en tête du rallye le vendredi soir, c'est pas rien du tout. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bah, le choix, pour moi, a été fait très tôt dans la saison de privilégier Neuville. Et avant même de partir, de toute façon, Lapie, dans la dernière spéciale du samedi, il savait que Ogier était sorti de la route, puisque c'est arrivé quelques centaines de mètres du départ, donc il avait l'info. En plus, il est passé devant la voiture, donc il a vu que Ogier était sorti. Et à partir de ce moment-là, dans la spéciale, il a perdu, je crois, une quinzaine de secondes sur Neuville. Et à la fin du chrono, il dit très clairement, bah, de toute façon, moi, c'est pas la peine que j'attaque, que je prenne aucun risque, puisque de toute façon, on va me demander de passer derrière Neuville par la suite. Donc, on sait que ces conditions, en fait, ces consignes, pardon, elles sont appliquées sur tous les rallyes et que aujourd'hui, Hyundai a fait le choix en 2023 de donner une chance sur toute la saison à Thierry Neuville pour être champion du monde. Pour moi, c'est clair. Ce rallye, il en est encore la preuve. C'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils ne vont pas le regretter. On va voir ce que ça donne au Kenya. Mais Estonie-Finlande derrière, c'est plutôt des terrains pour Lapie. Mais encore une fois, ben, comme on l'a compris, s'il faut laisser passer Thierry Neuville, ben, il laissera passer Thierry Neuville pour essayer d'aller chercher ce titre mondial qui fait tant défaut à Hyundai. Et pour toi, le petit carton rouge? Bah, j'allais te dire, vas-y, commence, parce que moi je fais beaucoup de monologues, mais dis-moi toi ce qui te. Sur les rallyes 1, Katsuta. Je comprends plus ce pilote. Je ne comprends plus les choix de Toyota. Alors bien sûr, il est japonais. Il faut que la marque ait un représentant, mais là, ça devient plus possible pour moi. Je trouve qu'il n'est pas performant et voilà, on va dire que c'est une voiture sponsor. Je suis un petit peu sévère, mais pour moi, c'est une voiture sponsor. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où effectivement c'est un peu sévère, mais comme tu le dis, oui, Toyota de toute façon dans tous ses engagements en sport auto, ils tiennent tout le temps à avoir un pilote japonais qui soit représenté.
Je dirais, on serait bien, et on est bien bête aussi chez nous en France de ne pas forcément privilégier nos compatriotes parfois par moment. Mais là, c'est vrai en termes de performance cette année, c'est vraiment compliqué. On va voir au Kenya ce que ça peut donner. Je t'avoue que moi, c'est le dernier rallye, je dirais que je lui laisserai pour voir un peu ce qui se passe. Il a eu des bons résultats les années précédentes sur ce rallye ultra cassant, ce qui est un peu antinomique parce que on a l'impression qu'il casse beaucoup de voitures. Et au final, c'est sur les rallyes cassants où il arrive à en garder un peu sous le pied et à se raisonner. Mais sinon, pour revenir à ta question principale, moi je dirais que ma grosse déception du rallye, ça va plutôt être Sordo. Dani Sordo qui fait cette erreur un petit peu inexplicable. Enfin, pas inexplicable, mais il arrive un peu vite. Il n'avait pas forcément grand-chose à gagner sur ce virage-là. Et puis plutôt que d'essayer de se stopper, de faire marche arrière, de ressortir, bah, il essaye de garder un filet de gaz pour sortir de ce travers. Et puis finalement, ça l'envoie dans le champ qui est en dessous, 2 mètres en dessous, il casse toute la voiture. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Et bon. Alors, avant avant de poursuivre, je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui. Oui, parce qu'on va expliquer à nos auditeurs, on n'est pas tout à côté. Hein, donc aujourd'hui, c'est un petit peu particulier l'enregistrement. On va être honnête avec eux. Hein, donc il y a un petit peu des décalages, il y a un petit peu des soucis. Mais si tu m'entends bien, c'est l'essentiel. Maintenant, on va parler du WRC2. Mikkelsen qui gagne. Et là, je vais être honnête. Moi, je regardais la télé dimanche. J'étais en train de faire à manger. Pour moi, le rallye était plié. Et puis là, Fourmeau. La sortie, c'est inexplicable. Alors, ça reste une sortie de route avec autant d'avance. Il pouvait faire la dernière spéciale, le coup à la portière en assurant. On nous rabâche les oreilles qu'ils ont les caméras embarquées, qui regardent les pilotes avant. Il savait que c'était piégeux, il savait que c'était glissant. Enfin, je suis déçu pour lui. Je suis vraiment déçu pour lui parce qu'il avait tout pour faire une performance majuscule et peut-être se laisser entrevoir la possibilité de repartir dans la Rallye 1. Mais j'ai l'impression, tu vois, qu'il était dans une dynamique positive et patatras, quoi, il retombe dans ses travers. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. En Rallye 2, ça a été là aussi une épreuve pleine de surprises, de rebondissements. Il y a eu des belles bagarres. Et puis au final, bah, on va dire que c'est encore une Skoda qui gagne. C'est Andreas Mikkelsen qui connaît bien le terrain, qui connaît bien la Sardaigne aussi, la science de la course. Et effectivement, bah, Adrien Fourmeau, encore une fois, à l'image du Portugal, pour moi, Ford, M-Sport, c'est vraiment un rallye copier-coller d'il y a 15 jours. Il avait tout, il avait fait tout ce qu'il fallait en termes de performance. Il s'était battu avec les armes qu'il avait, qui sont de loin dépassées par les nouvelles autos. Et puis malheureusement, bah, ça va pas au bout. Alors une erreur comme ça dans un dernier chrono, c'est très très dommageable. Surtout qu'il, voilà, comme tu dis, il n'avait pas forcément à attaquer, sauf à aller chercher les 3 points de la Power Stage. Et encore, s'il a toujours des vues sur le championnat Rallye 2, mais oui, déçu aussi, déçu pour lui. Voilà, je vais être pessimiste pour le coup, que ce soit pour Pierre-Louis Loubet ou Adrien Fourmeau. C'est clair que pour moi, l'un et l'autre aujourd'hui, l'avenir s'assombrit encore un petit peu plus sur le long terme, je dirais, malheureusement. Alors, derrière Mikkelsen, il y a un pilote qui fait une super performance. Alors, il arrive sur la pointe des pieds. Hein, tu l'as dit qu'il était monté dans la Rallye 1. C'est Sunninen. Il finit second, fait un beau rallye avec un matériel qui n'est pas forcément le plus performant des Rallye 2, mais il fait un très, très beau rallye. Ouais, effectivement, oui. Deuxième place pour Teemu Sunninen. Qui marque un petit peu son terrain aussi, effectivement, avec ses essais en Rallye 1. Il reprend ses marques de manière intelligente, il va au bout du rallye, un rallye très compliqué, comme on l'a dit. C'est très positif pour la suite. Après, pareil, comme les autres, et comme on l'a dit tout à l'heure,
Il n'aura pas énormément de temps non plus pour faire ses preuves s'il peut les faire en Rallye 1, donc ce sera vraiment à lui de montrer tout de suite ce dont il est capable, d'être consistant, de ramener la voiture au bout et, on peut que lui souhaiter le meilleur, d'apporter une nouvelle petite touche de fraîcheur en Rallye 1. Mais encore une fois, voilà, on va voir ce que ça peut donner. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas beaucoup de place sur ces rallyes 1 et que il faut du kilomètre, il faut faire des kilomètres avec. Et malheureusement, je sais pas si on peut dire c'est jeunes loups parce qu'ils sont pas tous aussi jeunes les uns que les autres, mais en tout cas ils ont pas le temps d'apprendre. On en a reparlé maintes et maintes fois, tout ce qui est les séances d'essai, etc. C'est très 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 compliqué aujourd'hui pour des jeunes d'arriver en rallye 1 et de pouvoir être performant parce que tout simplement c'est impossible de rouler dans ces autos. Alors, on va revenir sur la performance de Johan Rossel. Là aussi, ça me pose quelques questions. Mais avant, on va parler d'un pilote qui finit 3e. C'est Kajenatovic. Alors, c'est dur à prononcer. C'est un pilote que personne ne parle, mais qui est très très bon. En URC, on l'a vu souvent, très performant à chaque fois qu'il sort. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Ouais, c'est une belle performance. Une belle performance. Il n'y a pas beaucoup roulé cette année. Non, mais cette année, oui, voilà. Après, c'est quand même un pilote qui roule beaucoup par rapport à certains. Il a des gros sponsors polonais, notamment des pétroliers, qui l'ont toujours beaucoup aidé dans sa carrière. Il fait une carrière plus qu'honorable en mondial et en championnat européen. Après, voilà, moi je le verrai jamais au volant d'une WRC1. Pour moi, il est un petit peu, déjà, je pense qu'il est un petit peu, on va dire âgé, hein, même si c'est pas le bon terme. Mais non, j'aurais du mal à le voir sur l'échelon supérieur. C'est un très 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 bon pilote, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Mais pour le coup, il est plutôt placé, même s'il fait quelques fulgurances sur certains rallyes. Euh, ouais, voilà, vous aurez compris ce que je veux dire. Pour moi, c'est très très bien, c'est très très vite, mais pas assez pour briguer une place dans l'élite. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que la performance quand même était belle parce qu'il n'a pas beaucoup roulé. On va parler maintenant de Rossel et là, je suis très inquiet. Alors, il y a eu des évolutions sur la C3 Rallye 2, on le sait. Sur l'asphalte, c'est une tueuse, ça on le sait. Bonato en a fait la preuve en URC, en championnat de France, elle est devant. Rossel en a fait la preuve aussi sur l'asphalte. Par contre, sur la terre, ça ne marche pas. Il s'en plaint. Et je suis très pessimiste parce que quand tu écoutes ses commentaires, il dit que si ça réagit pas très vite, il va falloir faire une croix sur le titre et même une croix sur les victoires en WRC2. Hein. Oui, 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 oui. Je suis encore une fois assez d'accord. Il y a du travail à faire. Cette C3 sur la terre, ça a jamais été, elle a toujours été un peu en retrait par rapport aux autres autos que peuvent être la Polo ou la Skoda, très clairement. Après, oui, bon, il reste quand même pas trop mal placé au championnat. Il est toujours en tête. Après, il sait qu'il va y avoir des rallyes sur lesquels il va pas avoir le droit à l'erreur. Par exemple, typiquement le rallye d'Europe centrale, j'imagine qu'il l'a nominé dans ses rallyes sur asphalte. Ouais, je serais pas aussi pessimiste. On voit qu'en restant sur la route, dans ces rallyes 2, il y a quand même un peu de place pour aller chercher des gros points et puis il faudra avoir plutôt par la suite. Mais certes, c'est pas des performances, il va pas aller chercher des victoires sur la terre, mais de toute façon, même avec la meilleure des voitures, quand il y a quand même des Solberg, Greensmith, Mikkelsen, Lindholm, Griazin qui se battent, voire Paджari qui vont se battre pour la première place. Bon, pour moi, sur la terre, ça reste quand même un petit step derrière. Alors, on va faire pareil que sur les rallyes 1. Le coup de cœur, le carton rouge. Pour moi, le coup de cœur, ça reste Suninen qui a fait un rallye vraiment très solide.
Mikkelsen, on va pas en parler parce que c'est un pilote qu'on sait dès qu'il sort, de toute façon, il est toujours là. Hein. Pour moi, le coup de cœur, c'est Suinen. Tu vas nous donner ton avis. Et pour moi, le petit carton rouge en WRC, tu vas me dire Fourmont, mais je vais pas te dire Fourmont. Moi, je vais te dire Solberg. Alors, il a été accablé en début de rallye avec un gros souci technique, hein, rupture d'amortisseur, hein, il y a un problème d'amortisseur. Mais j'ai l'impression que Solberg, il est en train de passer à côté de sa saison. Il n'y a pas un rallye où il n'y a pas un truc. Tu vois ce que je veux dire? Là, il disparaît aussi. Alors, je pourrais te dire que c'est Fourmont, mais là, pour moi, c'est plus Solberg parce que je l'ai défendu sur le rallye précédent avec sa minute de pénalité. Toi, tu n'étais pas d'accord à juste titre. Après y avoir réfléchi, finalement, je pense que tu avais raison. Mais j'ai l'impression que Solberg, il va passer à côté de sa saison alors que c'était une saison qui était faite pour lui. Je suis d'accord sur ce point-là, sur Oliver Solberg. C'était vraiment la saison sur laquelle il fallait qu'il fasse ses preuves, qui, à l'instar d'un Mikkelsen l'année dernière, avait dit au début qu'il devait gagner toutes les manches sur lesquelles il s'alignait. Oliver Solberg, on le voyait un petit peu dans cette position-là, mais c'était peut-être aussi un peu sous-estimé la concurrence qu'il peut y avoir. Et pour moi, le coup de cœur, je dirais que c'est plutôt ça, c'est la densité du plateau, c'est le fait qu'on a quand même un paquet de pilotes qui peuvent se battre à la régulière pour les premières places. Tout à l'heure, je t'en mentionnais au moins 6 qui, au départ du rallye, peuvent être considérés comme des vrais favoris et aller chercher la victoire à la régulière sans aucun problème chez les autres. Donc pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est un vrai beau championnat à suivre avec des marques différentes. Donc c'est ça mon coup de cœur, même si on se rend compte que au final, c'est souvent les Skoda qui gagnent. C'est quand même la voiture qui est l'arme la plus remontable sur cette catégorie. Et puis sinon, pour le coup de pompe, je dirais, je n'ai pas trop réfléchi comme ça de prime abord, mais, euh, mais moi, j'aurais du mal à ne pas le mettre sur Adrien Fourmeau, même si il ne faut pas réduire sa performance à seulement une sortie de route dans la dernière spéciale, mais j'aurais tellement aimé pour lui que ça puisse enfin relancer sa saison, voir sa carrière. Encore une fois, c'est un peu à l'opposé de ce que je disais pour Pierre-Louis Loubet tout à l'heure aussi. Hein, il ne faut pas réduire, encore une fois, un rallye à une spéciale, à un résultat. On sait ce qui se passe derrière, il faut regarder dans l'ensemble. Mais là, aujourd'hui, c'est l'accumulation qui fait que c'est compliqué de trouver des excuses à une sortie de route comme celle-ci et à une victoire qui lui tendait les bras et qui aurait fait du bien aussi, je pense, chez M-Sport. Alors, je sais pas si tu te rappelles, Fourmeau aurait pu faire, tu sais, une saison dès cette performance, hein, parce que c'est vraiment une performance majuscule, s'il gagnait. Ça me faisait un peu penser, ça aurait pu le mettre en orbite, et ça aurait pu me rappeler un petit peu la saison d'Evans en Rallye 2 avec la Fiesta. Je sais pas si tu te rappelles de cette saison-là, où il était devant tout le temps, tu vois. Ça aurait pu mettre Adrien Fourmeau sur orbite, c'est pour ça que c'est vraiment désolant cette sortie. Oui, c'est comme je le disais tout à l'heure aussi, hein, il y en a un seul, ouais, tu le mentionnes, peut-être un et demi avec Evans, mais le seul qui s'en est ressorti en étant redescendu, c'est Tanak, hein, qui pareil a été déclassé de chez M-Sport pour refaire du Rallye 2 et un peu rouler avec la Fiesta WRC DMAC, à l'époque, le manufacturier de pneus, et qui a eu une nouvelle chance ensuite, et qui s'en est plutôt bien sorti. Là aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à voir comment ça peut repartir de l'avant pour Adrien Fourmeau. Encore une fois, il reste une deuxième partie de saison. J'espère clairement qu'elle sera bien meilleure en termes de résultats finaux que ce qu'a pu l'être la première partie. Alors, je vais te poser une question un petit peu technique. Hein. Tu sais qu'il y avait une spéciale de quasiment 50 km, qui pour moi a accouché d'une souris parce que tout le monde attendait ce juge de paix. Bon, Ogier a claqué un temps dedans, mais bon, moi j'attendais un peu plus de chamboulement. Est-ce que c'est les WRC, les Rallye 1 qui sont devenus très costauds, ou est-ce que c'est le temps pour toi qui a fait que ça a un petit peu nivelé le plateau et un petit peu nivelé le terrain? Moi, je n'aurais pas été aussi critique. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de retrouver une vraie spéciale d'endurance sur un rallye comme celui-ci. C'est vrai que c'est une spéciale qui fait peur. C'est pas forcément dans ces spéciales où on a le plus de surprises et comme tu le dis, c'est parfois un peu attentiste. Hein.
C'est ça. En suivant un peu le cyclisme, on sait bien comment c'est. Hein. C'est pas les étapes où il y a 4 cols hors catégorie et 6000 mètres de dénivelé sur 150 km qui sont les plus spectaculaires au final, parce que tout le monde attend plus ou moins la dernière ascension pour poser les attaques. Là, c'est un petit peu la même chose. On a Ogier qui a fait montre de tout son savoir et de son expérience de la gestion des pneus, de la gestion de ses longs efforts. C'était un vrai challenge. Et on voit que derrière, effectivement, tout le monde était à peu près au même niveau, à quelques secondes près. Mais encore une fois, il y a quand même des écarts intéressants qui ont été faits entre chacun des pilotes sur cette spéciale de 50 km. Et puis l'après-midi, pour le coup, ça a été beaucoup plus nivelé par la météo, par la pluie qui s'est abattue aussi et qui a pu avoir des impacts un peu différent parce que sur une spéciale qui fait presque 32 ou 33 minutes de chrono, au final, la météo elle a quand même un impact assez important entre les premiers et les derniers qui passent pas forcément au même endroit, au même moment. Donc là, pour le coup, c'était un peu plus compliqué à analyser. Mais non, moi j'ai trouvé que c'était intéressant et au contraire aussi intéressant de voir que les voitures, elles étaient quand même assez fiables sur ces longues spéciales, que les pneus, malgré tout, pouvaient tenir. Et je serais partant pour en voir un peu plus souvent des aussi longues parce qu'on ne peut pas juger sur une seule spéciale comme celle-là. Oui, parce que c'est vrai que quand on écoutait les commentaires, surtout sur le deuxième passage, on a senti que tout le monde était en montée, était rentré en mode gestion. Et c'est exactement ce que tu me disais. J'allais te faire exactement la même réflexion parce que moi, je suis passionné de cyclisme. Et c'est vrai que quand j'attends les étapes de montagne où il y a 2-3 cols hors catégorie et le dernier col, et en fait, ça accouche toujours plus ou moins d'une souris parce que sur les 2-3 cols hors catégorie d'entrée de jeu, il se passe rien. Et j'ai eu un peu cette sensation-là, peut-être à tort, tu vois, mais j'ai eu un petit peu cette sensation-là. On va conclure l'émission. Aujourd'hui, on n'a pas de cadeau, c'est ça? Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué le petit cadeau. On l'a déjà fait dans la semaine dernière, là où on vous a présenté justement sur les réseaux de Automini Racing une pièce assez unique. Donc là, c'est l'Alpine RGT de Fabrice Becht et Arnaud Michal qui a remporté le trophée Alpine en championnat de France au rallye Lyon-Charbonnières. Donc un nouveau modèle qui a rejoint la collection. L'échelle 1/18e, je vous invite à aller y jeter un œil parce que c'est vraiment chouette comme exclusivité. On remercie donc Hervé Laurent et Rallye Miniature qui proposent les décals de toutes ces Alpines pour nous permettre d'avoir ces modèles exclusifs à exposer de manière permanente. Hein. On le rappelle, Automini Racing, c'est une exposition permanente qui est en cours de réalisation avec un peu plus de 6 ou 7 000 miniatures dioramas concentrées sur le sport automobile de manière générale, pas uniquement le rallye, mais on a vraiment de tout. Donc nous, on parle de rallye, mais comme tu le vois en arrière-plan, on est passionné un peu de tout. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à suivre cette semaine folle des 24 heures du Mans aussi, avec toutes les épopées rallystiques qu'il y a pu y avoir dans cette belle course, que ce soit Colin McRae sur la Ferrari Maranello, que ce soit Sébastien Loeb avec son fameux voyage en avion pour partir du rallye de Turquie, arriver à faire la journée test du Mans, et puis plus récemment Sébastien Ogier qui a couru l'année dernière. Donc voilà, il y a des liens et tout ça vous pouvez le retrouver chez Automini Racing. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, encouragez-nous, mettez-nous des petits likes, partagez de la même manière que pour ce podcast si ça vous plaît. N'hésitez pas, dites-le nous, faites-le nous savoir, posez-nous des questions. Donnez-nous des idées de titres aussi et voilà, on saura vous remercier aussi et au nom d'Automini Racing, voilà, on va peut-être lancer aussi des petits concours. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez pouvoir gagner éventuellement pour qu'on puisse en discuter. Donc c'est dans les commentaires, là juste en dessous sur YouTube. Mettez-nous un petit like et puis on continue d'échanger. Nous donnez vos pronostics aussi pour le rallye du Kenya, parce que j'allais dire, moi c'est la question que j'allais te poser juste après, c'est que va donner ce rallye dans 15 jours? Magnifique rallye. Tu es en train de me spoiler. En train de me spoiler. Alors, deux choses. La première, tu me rappelles l'adresse du site. Bon, je vais la mettre en lien, mais rappelle-moi là quand même ici. La seconde, tu me parles des 24 heures du Mans. Je suis passionné de ça.
pourquoi ne pas faire une émission sur les 24 heures du Mans en aparté du rallye? Parce que moi, j'ai beaucoup de questions à te poser si tu es calé là-dessus. Moi, je suis passionné d'endurance et il y a beaucoup de techniques qui, je pense, échappent aux communs des mortels comme moi, hein, d'accord? Si tu te sens un jour de faire une émission spéciale sur l'endurance, surtout qu'il y a Peugeot qui est là, enfin, voilà, ça, il y a un engouement qui est en train de repartir autour du Mans. Donc, si tu te sens de faire une émission spéciale là-dessus, ça sera avec grand plaisir. La deuxième question, la dernière question, le rallye du Kenya qui arrive. Les voitures, c'est un rallye spécifique avec une spécificité sur les voitures. Je voudrais que tu nous en parles parce qu'il y a les grilles, il y a les prises d'air. Enfin, c'est spécifique. Je voudrais que tu nous en parles dans la prochaine émission. Tu te sens de le faire? Oui, avec plaisir. Donc, pareil, je rebondis un peu sur ton premier point, donc sur l'endurance. Effectivement, moi aussi, je suis un très 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 grand fan d'endurance dans toutes ces grandes largeurs, donc dans le sport automobile bien entendu, mais dans le sport de manière générale aussi. J'adore tout ce qui est course cycliste un peu longue, ultra trail, etc. Donc ça sera un vrai plaisir. Comme je te l'ai dit, j'ai hâte de suivre ces 24 heures. J'ai eu la chance, l'honneur et presque la fierté aussi d'y participer à plusieurs reprises avec différents teams. Donc ce sera un vrai grand plaisir de pouvoir en discuter. J'en profite aussi parce qu'on est aussi dans la sphère des podcasts et notamment pour l'endurance. Il y a des gens qui font ça très 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 bien. Ça s'appelle Endurance Live et Endurance Info. Vous pouvez les suivre, les checker sur Internet, Facebook, Instagram. Alban Borzacchiello, Jean-François Mamère, Laurent Mercier, bien entendu, pour Endurance Info. Ce sont des gens qui sont juste formidables, qui font un boulot de fou, très clairement, sur tout ce qui est podcast, vidéo. Donc, je peux que vous encourager à aller les voir, les liker aussi. Et avec plaisir, par contre, pour en discuter nous aussi, si tu le souhaites, de manière peut-être un petit peu Oui, décalée. On pourra peut-être aussi en inviter l'un ou l'autre des participants que je t'ai mentionné tout à l'heure. avec grand Ça pourrait plaisir. être intéressant parce que j'ai beaucoup apprécié ton podcast aussi sur la motocross et j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, si on peut mixer un peu les différents mondes, je m'engage à essayer de mettre toutes ces belles personnes en commun pour qu'on puisse faire un moment ou un autre quelque chose de sympa pour toutes les passionnés et ES de rallye et de sport auto en général. Avec très grand plaisir. Le dernier point, donc tu t'engages à nous expliquer la spécificité des voitures sur le Kenya. Une dernière Ouais, question avant de te laisser. Pour toi, le point essentiel pour le Kenya pour gagner là-bas, c'est quoi? la patience. La patience, même si aujourd'hui c'est plus l'épreuve d'endurance, justement on y revient toujours, mais que ça pouvait être quand moi j'ai découvert le rallye et où le rallye du Kenya était un de mes préférés parce que autant j'aime pas trop voir les voitures sur la terre comme on l'a dit avec ces débattements de folie et autres, on a plutôt l'impression de voir des voitures de Barra, voire du Dakar parfois. Mais autant là, au Kenya, quand on avait des pare-buffles, les snorkels dont on parlait tout à l'heure, ces tubes d'aération qui revenaient sur le toit, les vitres teintées et autres, les hélicoptères qui faisaient des ouvreurs aussi pour faire parfois aussi partir les animaux qui pouvaient se trouver sur la route, bah, c'était juste magnifique. Alors on n'est plus là-dedans aujourd'hui, mais n'empêche que on a toujours des problématiques d'ensablement, de fèche-fèche. C'est arrivé lors des 2 dernières éditions. Donc il y a des choses à mettre en place dans la limite de la réglementation, parce que là encore, effectivement, tu le disais, les voitures sont différentes, mais pas tant que ça au final, parce qu'on ne peut pas faire une voiture spéciale pour le rallye du Kenya, comme ça pouvait être le cas à l'époque des Toyota Celica ou autres, où là, vous aviez des teams qui passaient 2, 3 mois d'essai dans l'année pour préparer le Kenya et avoir une voiture vraiment particulière. Donc il y a des choses qui sont possibles, on en discutera, que ce soit, on en a déjà un peu discuté dans l'épisode du Portugal, mais la hauteur de caisse, effectivement des grilles d'aération un peu plus renforcées. On va revoir les peintures sur le toit aussi qui permettent de réfléchir les rayons et donc d'avoir un peu moins chaud à l'intérieur de la voiture. On va avoir pas mal de ces choses-là. Donc avec plaisir pour en discuter, mais j'insiste un petit peu et je te relance. Quel est ton top 3, toi, pour le Kenya? Pour le Kenya, ben, allez, Lapi, Evans et Rovampera. D'accord. Hmm.
Ok. C'est un peu les coups de cœur. C'est les pilotes que j'apprécie particulièrement. Lapie, c'est vrai que j'ai été un petit peu sévère, comme tu le sais, avec lui en début de saison. Et je trouve que il est admirable depuis 3-4 rallyes et il mérite de gagner. Evans pour le relancer, parce qu'après son gros crash en Croatie, il fait un rallye un petit peu. Non, au Portugal, pardon, je dis une grosse bêtise. Il fait un rallye un petit peu compliqué en demi-teinte. Ça le relancerait. Et puis Rovanpera, parce que Rovanpera est toujours là. Mais voilà. Ok. 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 Et toi? Bah écoute, moi je vais partir. Je vais être un petit peu. Alors, pareil, c'est un petit peu un coup de cœur, mais bon, j'aimerais quand même que Ogier, il en gagne une troisième, là, tu vois. D'accord. Je sens qu'il a, enfin, je pense de toute façon, et c'est pas une surprise qu'il a largement les capacités de gagner une nouvelle fois au Kenya, mais ce serait joli de le voir avec son palmarès, le mettre une deuxième fois justement sur son palmarès. Après, effectivement, j'aimerais bien que les APK Lapi nous fassent un bon gros rallye et tu vois que ça puisse se bagarrer jusqu'au bout avec Ogier, donc le voir sur la deuxième place. Et puis pour le coup de cœur, bah, j'aimerais bien aussi que Tanak puisse revenir un peu sur les avant-postes, même si j'ai peur que les Pumas soient encore une fois un peu limite en termes de fiabilité. Mais c'est assez étonnant parfois. Elles ont plein de petits soucis et puis d'un autre côté, elles sont ultra robustes. Elles cassent pas sur certains rallyes où tous les autres ont tendance à casser. Donc voilà, moi je partirais sur un Ogier, Lapi, Tanak. Bon, bah écoute, on verra qui c'est qui a raison, qui c'est qui est le plus proche. Il me reste une chose, c'est à te remercier une nouvelle fois parce que c'est un véritable plaisir de t'avoir. C'est à chaque fois un petit peu compliqué, mais c'est un vrai plaisir. C'est pour ça qu'on fait tout. Je fais tout à chaque fois pour que tu sois là. J'espère que ça va continuer sur la durée parce que avoir un avis aussi pertinent que toi, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée parce que je sais pas où trop tu te trouves. Assez loin de moi, en tout cas. Ouais, un petit peu loin effectivement, mais c'est un vrai plaisir, ouais, effectivement D'ailleurs, peut-être que j'arrête de dire effectivement aussi souvent parce que je me rends compte que c'est un petit tic de langage. Donc, si vous avez d'autres remarques, n'hésitez surtout pas. On est là pour les bonnes et les mauvaises appréciations qui peuvent nous permettre de progresser. Et c'est vraiment ça le but, hein, c'est de partager entre passionnés. Voilà, on est là pour ça. Moi, c'est un régal de discuter aussi avec toi, Fabien. Et si on pouvait être encore plus interactif, échanger encore plus avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, téléspectatrices sur YouTube, sur les autres réseaux, ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment génial et de montrer un peu à tout le monde que le rallye est toujours là, intéresse toujours, contrairement à ce qu'ont pu dire Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Ça aussi, c'est un point qu'on aurait pu aborder, qu'il faudra qu'on aborde. C'est Oui. quel est le vrai intérêt du WRC aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens s'en désintéressent parce que clairement, enfin moi j'ai regardé le Grand Prix de F1 en Catalogne le week-end dernier, je me suis pas bien plus régalé qu'en regardant le WRC. Ah Donc ben, moi, ça m'a permis de faire la sieste, hein, je suis honnête avec toi. Après le départ, ouais, alors, là, tu es un petit peu dur aussi, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse vraiment, qu'on regarde un peu les stratégies, etc., c'est ultra intéressant, parce que quand dans les 10 derniers tours de course, tu as encore le top 5 qui a 3 montes de pneus différents, tu te dis qu'il y a quand même des stratégies derrière qui sont extrêmement intéressantes. Mais mais ouais, ouais. je me permets de te couper. Il est là le vrai problème, c'est que le problème de la F1, c'est que pas aux initiés, mais pour le commun du grand public, ça peut être ennuyeux. Tu vois, t'as Verstappen qui a beaucoup, on sait que les Red Bull ont beaucoup et d'avance. Et tu vois, contrario, moi, juste après, je me suis mis sur l'Indy. Tu sais, Mhm. il y avait une super course. Alors je crois que c'était à Détroit, dans les rues de Détroit. Déjà, le circuit est fou. Il y a de la bagarre. C'est parti, la personne qui est partie en pole, c'est pas lui qui gagne. Enfin, tu vois, je me suis beaucoup plus amusé là-dessus. J'ai l'impression que c'est plus sur de l'initier la Formule 1 maintenant que ça se joue. Pour le grand public, ça devient un petit peu compliqué parce que tu as l'impression que c'est toujours Verstappen qui gagne. Alors, je dis ça, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu une analyse de comptoir, hein, mais ça peut être ça. Tu vois, quand je te dis je me suis bien endormi, c'est que c'était un petit peu, voilà, un petit peu lent, un petit peu mou, tu vois. Eh ben écoute, tu sais quoi, on peut se prévoir aussi dans l'été, la période un petit peu plus molle dans les championnats, un petit débat justement
sur tous ces points-là, IndyCar, WRC, Formule 1, Endurance, quels sont les atouts, les inconvénients de chacun, peut-être même un peu de MotoGP. Et puis, pourquoi pas inviter un ou deux de nos auditeurs, auditrices à discuter avec nous de leur passion. Et puis voilà, ça pourrait être intéressant. J'en profite pour faire une petite aparté parce qu'on est en fin d'émission. Et pas à tes débuts sur les émissions, tu as travaillé avec quelqu'un de très connu et je sais que vous étiez assez pointu là-dessus. Hein, tu faisais une émission juste avant. Hein. Oui, bah bien sûr. Ouais, en fait, c'était avec mon ami Laurent Frédéric Bollet, journaliste de chez RMC Sport, pardon, Motors TV, Eurosport, qui a œuvré pendant de nombreuses années, voire des dizaines d'années. On avait lancé effectivement ces podcasts sur le rallye, l'Afterlap, qu'on continue avec grand plaisir avec toi là, Fabien, justement sur cette partie rallye. Et pourquoi pas en discuter ensemble. On a aussi dans les plans de faire venir quelques pilotes ou copilotes, donc ça pourrait être des surprises qu'on pourrait vous offrir. Mais encore une fois, dites-nous dans les commentaires qui est-ce que vous aimeriez bien avoir pour qu'il nous raconte un petit peu sa carrière, sa vision du rallye, et on fera tout pour pouvoir échanger avec ces personnes-là. On a quelques idées en tête, de tout niveau, du national, de l'international, du très lourd. Donc voilà, à voir. Dites-nous encore une fois, faites-nous partager et on fera au mieux. En parlant de ça, juste en aparté. Si tu le crois, si tu le vois, Laurent Frédéric Bollet, tu le salueras de ma part et tu lui diras que son émission qu'il a sortie, parce qu'il a sorti une émission il y a quelques semaines de ça, sur Senna, qui est absolument admirable. J'encourage tout le monde à aller l'écouter sur son podcast, l'Afterlap. Il avait dit que c'était la fin, mais il a sorti encore un truc sur Senna. Faut aller l'écouter. Cette émission est absolument admirable. Et tu apprends plein de trucs là-dessus. Voilà. Il est temps de te laisser. Ouais, ce sera fait. Je te souhaite de passer une bonne soirée aussi. Oui. Une bonne soirée, une bonne journée où vous soyez, où vous nous écoutiez. Et puis à très vite pour discuter de tout ça. Très bonne 24 heures du Mans à tout le monde. Et si vous avez la chance d'être sur place, régalez-vous. Ça va être un spectacle de folie. Allez, bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Salut. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing
in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.